Lors du cours précédent, j'ai dit une bêtise qui m'a été signalée par une auditrice à la fin du cours. Enfin, c'est une sorte de lapsus, je me suis emmêlé. C'est quelque chose que je sais bien, j'en avais déjà parlé l'an dernier. Donc, un, je me répète, et deux, je dis des sottises. Si la technique était moins avancée qu'elle ne l'est de nos jours, ce qui nous fait perdre du temps avec ces appareils, etc., ce ne serait pas grave. Mais cette institution fonctionne si bien que la version audio du cours est déjà sur le site, de sorte que ma sottise est répandue à travers le monde et que je ne peux que revenir sur mes propos avec ma courte honte en espérant que ceux qui l'auront entendu entendront aussi la rectification. C'est que sur le petit personnage dont le nom est brodé au-dessus de la tête sur la tapisserie de Bayeux n'est pas Taillefer, mais est Turold. J'en avais parlé à propos de la chanson de Roland l'an dernier. Et je me suis emmêlé la dernière fois parce que, évidemment, il y a un lien entre les deux, puisque les chroniqueurs, Wass, etc., disent que Taillefer a entonné la chanson de Roland à la bataille de Hastings, 1066. Ensuite, quelques décennies plus tard, on a un poème avec un vers qui nomme un Turold. Donc, enfin, tout cela a été commenté, croisé, recroisé par les spécialistes, et les ignorants comme moi s'y en mêlent, ou en tout cas, voilà, enfin bref, j'ai eu une aberration, je vous présente mes excuses les plus plates, c'est Turold, ce qui n'en dit pas plus, parce que Turold était à l'époque en Normandie un nom extrêmement répandu, de sorte qu'il n'y a aucune raison pour que ce petit Turold qui apparaisse dans un coin soit l'auteur de la chanson de Roland, mais tout de même, on a éprouvé le besoin de mettre son nom dessus. Enfin bon, on peut spéculer à l'infini là-dessus, et cela nous occupe. Donc, je reprends le fil du cours. J'avais annoncé à la fin de la séance précédente que nous examinerons cette année, en particulier, les modalités de présentation et de nomination de l'auteur dans son œuvre à travers différents exemples et différents genres, et que nous envisagerons en particulier la répartition entre l'emploi de la première personne et l'emploi de la troisième personne par les romanciers et les chroniqueurs pour se désigner eux-mêmes. La troisième personne accompagnée éventuellement du nom de l'auteur, la première personne jamais accompagnée du nom. Mais la première personne et le nom, on le trouvera plus tard à la fin du Moyen-Âge ou dans d'autres contextes. Et je, Charles, duc d'Orléans, rime et voulu, sévère, au temps de ma jeunesse. Mais il y a là aussi, derrière, le modèle du testament à l'Avillon, donc c'est plus compliqué que ça en a l'air. Mais n'anticipons pas. Je commence par un cas compliqué lui aussi, et même très compliqué, et même vraiment unique, emprunté à la poésie lyrique, celui de la chanson volée par Arnaud Daniel. Alors, deuxième bordée d'Exus, j'avais déjà présenté la semaine dernière. J'ai parlé brièvement de ce texte un cours il y a 6 ou 7 ans, 7-8 ans. Donc, j'ai présenté cette question oralement ailleurs, et surtout, je m'étais mal organisé dans l'agenda de la publication de mon livre récent sur les troubadours et de ce cours. Donc, j'aborde la question, je traite la question dans le livre. Je ne devrais donc pas en parler dans ce cours puisque c'est publié, mais à quelques semaines près, je me suis fait avoir, et l'exemple est si beau et si vertigineux que je ne résiste pas au plaisir de le présenter à nouveau. Video meliora proboque deteriora sequor. Parce que même le domaine de la poésie lyrique, qu'est-ce qui se passe? Oui, il se fâche, il me reproche. Et il prend l'air mécontent. Même le domaine de la poésie lyrique, où la paternité du poète semble la plus revendiquée, la plus évidente, où non pas court, naturellement, ces formules comme « or dit li conte », à ce moment-là, le conte dit, si usuel dans les romans en prose, pour désigner de façon indissociable le conte en train de s'écrire et le modèle qu'il suit ou qu'il transcrit. Même
dans le domaine de la poésie lyrique, qui est celui où trobar et trover, ou trouver, désigne la nouveauté de la composition lyrique, et où le mot nouveau joue une telle place, tient une telle place, il est au moins un cas où l'on voit le poète n'être pas, au regard du poème, dans la position assurée et certaine du compositeur, de celui qui l'a composé, de celui qui en est l'auteur. Alors, il est vrai que la poésie lyrique a ceci de particulier, que le je peut être détaché du nom du poète. Il peut être revendiqué, absorbé par tout interprète de la chanson. Et c'est au chanteur que l'auditeur renvoie d'abord ce je. À preuve, le fait que j'avais signalé, enfin, mais qui est tellement évident, dans l'introduction à ce cours l'an dernier, qui est que le parolier d'une chanson est toujours à l'arrière-plan, et qu'on rapporte le jeu de la chanson au chanteur qui l'a rendu célèbre et qu'elle a rendu célèbre, et non pas au parolier qui est le premier jeu qui a été derrière. Et pourtant, l'hypothèse du texte est que derrière le jeu se trouve l'auteur. Mais il y a ce cas de la chanson que Arnaud Daniel est supposé avoir volée à un autre poète, la chanson Ank Yeudon Like Mas Eyama. Moi je ne l'ai pas, mais elle m'a, ça c'est le premier vers, toujours, moi je n'ai pas, mais elle m'a toujours en son pouvoir. Amour, dit le second vers, avec ce rejet, et amour qui vient à la fin, amour qui est féminin, même au singulier dans l'ancienne langue, hein, de sorte que elle, c'est à la fois la femme aimée et c'est l'amour à la fin. Enfin bon, c'est une très belle chanson, nous allons le voir. Bon. Chantée par Arnaud Daniel, la chanson ne peut être que d'Arnaud Daniel, et le jeu, celui d'Arnaud Daniel. Et c'est sur ce jeu du fait que le je appartient à celui qui chante la chanson que repose la raso, donc l'explication en prose donnée par certains manuscrits autour de la chanson, ou un manuscrit, et qui prétend la renvoyer à son véritable auteur. Mais il n'empêche que la chanson reste placée sous le nom d'Arnaud Daniel et que c'est justice. Et pourquoi est-ce justice ? Eh bien, nous allons le voir, et je livre dès maintenant, aux dépens du suspens, mais pour la clarté pédagogique, mais ce n'est pas très clair, la conclusion, c'est que la chanson ne peut être que d'Arnaud Daniel parce qu'elle ne peut pas être de lui, et inversement. Alors, je reprends le détail de ce cas logiquement insoluble, mais vous voyez, c'est au-dessus de mes forces de m'en priver, c'est tellement le sujet, notre sujet même. Alors, c'est une raso amusante, mais qui est également intéressante parce que dans le corpus considérable des Vidas et des Rasos, c'est la seule qui porte sur la composition poétique elle-même. Non pas sur les obsessions qui nourrissent le poème, non pas sur les amours du poète avec tel ou tel, et les déboires ou les joies qu'il a pu connaître dans sa vie, mais sur l'acte même par lequel le poème devient poème. C'est la seule raso qui traite de la jeunesse du poème, la seule qui offre un récit de la création poétique. Et à vrai dire, le récit, en la circonstance, non d'une genèse, mais d'une antigenèse. Un récit de la non-création poétique par laquelle la création poétique advient pourtant. Donc c'est la raison de cette chanson, Anke unan like, Masayama totstans, onson poder amors. Vous savez que Arnaud Daniel, très admiré de Dante, surtout connu pour sa sextine, sa chanson de l'oncle et de l'ongle, et pour la virtuosité métrique extraordinaire. Mais alors il est surtout connu pour sa sextine, mais il est permis de trouver ses autres poèmes plus saisissants et
profond. C'est Arnaud Daniel est le maître de la tension paradoxale et douloureuse du langage. Vraiment, ça a une grande importance pour la raso et pour le poème. Des rythmes hachés, des sonorités rugueuses, un vocabulaire rare, des ellipses, des oxymores, toute cette tension paradoxale et douloureuse du langage qui répond à la tension paradoxale et douloureuse de l'impossible amour. C'est le fondement même de la poétique des troubadours. Et sa brève Vida et la chanson qu'elle cite et sur laquelle elle s'appuie le disent assez. C'est là-dessus qu'elles insistent. Et c'est une Vida qui est conservée par 7 manuscrits, qui est très répandue et qui est elle-même une des rares Vidas à être explicitement attentive à la manière poétique du troubadour. Donc, Arnauds Daniel, si faut d'aquella encontrada don von Arnauds de Meroy, de l'Evescat de Périgord, d'un castel qui a nom Ribeyrac. Je lis en traduction. Arnaud Daniel était de la même contrée qu'Arnaud de Mareuil, de l'évêché de Périgord, d'un château qui a nom Ribeyrac, et c'était un gentilhomme. Il apprit bien les lettres et se délecta à trouver, à composer des poèmes ou des chansons, et il abandonna les lettres et se fit jongleur, et prit une façon de trouver en rimes précieuses. Aussi, ces chansons ne sont-elles pas faciles? Mais voyez, dans le texte original, il y a léou, ne sont pas légères, et renvoient donc à l'opposition entre le trobar léou et le trobar clus, la façon de trouver légère et la façon de trouver fermée, hermétique. Elles ne sont pas faciles à comprendre ni à apprendre. Il aima une grande dame de Gascogne, ou il aimait une grande dame de Gascogne, épouse de Guillaume de Bouville, mais on ne croit pas que la dame lui fit jamais plaisir d'amour, selon le droit d'amour. Et c'est pourquoi il dit Euson Arnauds, camas Laura, et chats d'alebre à plobu, et nadi contra suberna. Je suis Arnaud qui amasse le vent et chasse le lièvre avec le bœuf et nage contre le courant, contre la marée. Alors, vous voyez, parenthèse, on dirait une de plus, cette Vida a l'air limpide et ne l'est pas du tout, parce que, pour nous, que veut dire il apprit bien les lettres et ensuite il abandonna les lettres? Il y a la même difficulté pour Giraud de Borneille, qui était jongleur l'été, il allait de cours en cours, et l'hiver, il apprenait les lettres, il les enseignait probablement. Ou il les apprenait, on ne sait pas trop. Apprendre les lettres, ça ne veut pas dire qu'il a appris l'alphabet, bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'il a appris l'art poétique? Il a appris les lettres et il a pris son plaisir à composer des poèmes, à trouver. Bon, ça va de soi. Mais ensuite, il abandonna les lettres, se fit jongleur et prit une façon de trouver en rimes précieuses. Donc, si c'est apprendre l'art poétique, pourquoi dire qu'il abandonne l'apprentissage de l'art poétique au moment où il écrit en rimes précieuses? Est-ce que cela veut dire, ce que je serais tenté pour ma part de penser, mais qu'apprendre les lettres veut dire qu'il a appris le latin, qu'il avait une véritable culture. Et il renonce à cette culture, à ses études savantes, au moment où il se fait jongleur, mais il continue dans l'art poétique en langue vulgaire. À mon avis, c'est plutôt cela. Mais vous voyez, rien n'est jamais simple avec eux. Alors, la raso qui nous occupe est, oui, l'unique raso qui porte sur une de ces chansons, et donc il y a la vida, puis les chansons, et c'est tout, même pour la sextine. Mais il y a cette raso qui est conservée dans le seul manuscriaire, chansonnier R. Ce qui est intéressant, ce n'est pas, contrairement aux autres, un chansonnier vénitien, enfin d'Italie du Nord, c'est un chansonnier qui était probablement l'anthologie personnelle du comte Henri II de Rodez à la fin du XIIIe siècle. Et donc, peut-être que cette raso correspond à cette attention à l'art poétique de ce grand seigneur nostalgique de l'art des troubadours et qui a essayé de reconstituer une cour courtoise, si je peux oser ce pléonasme, à la manière de ce qu'il se figurait avoir été les cours littéraires du siècle précédent. Bref,
Voilà cette raso que je donne avant la chanson. E Fonadventura quel fon on l'accord del re Richard d'Angleterra. E stantand l'accord, un nostro joglars escomeslo com el trobava on puscaras rima. Escomeslo, pardon, com el trobava on puscaras rimas que el. Arnausten so ad esquerna e feron messios, cascus de son palafre, que non fera, on poder del rei. El reis, en claus cascon, una cambre, etc. Et il arriva qu'il était à la cour du roi Richard d'Angleterre, et pendant qu'il était à cette cour, un autre jongleur le défia en disant qu'il trouvait en rime plus précieuse que lui. Arnaud tint cela pour une raillerie, ils parièrent, chacun son palefroid, qui serait à la discrétion du roi, ils parièrent que l'autre n'en ferait pas autant, que chacun l'emporterait sur l'autre. Le roi les enferma chacun d'eux dans une chambre. Et Arnaud, de l'ennui qu'il eut, ne fut pas capable de lier un mot avec un autre. Et ce verbe lier, lasser, entrelacer, attacher, c'est un mot très fréquent et typique du vocabulaire des troubadours pour désigner la composition poétique. La composition poétique, c'est de lasser, enfin avec deux S, avec un C, je veux dire, avec lasser, entrelacer les mots. Et vous savez, je sais, dans la tornada de Bernard Marty, ainsi je vais entrelaçant les mots et affinant la mélodie, la langue est entrelacée dans le baiser, pour réunir l'amour et la poésie. Donc, il n'arrivait pas à lier un mot avec un autre. Le jongleur fit sa chanson facilement et promptement, et il n'avait que 10 jours de délai. Et déjà, le jugement devait être rendu par le roi au bout de 5 jours. 5 jours étaient déjà passés. Le jongleur demanda à Arnaud s'il avait fait sa chanson. Et Arnaud répondit que oui, depuis 3 jours passés. Or, il n'y avait même pas pensé. Et le jongleur chantait toute la nuit sa chanson pour bien la savoir. Arnaud réfléchit à la façon de lui jouer un bon tour, jusqu'à ce qu'en vint une nuit, le jongleur chantait sa chanson, et Arnaud la retint tout entière, ainsi que l'air. Lorsqu'ils furent devant le roi, Arnaud dit qu'il voulait chanter sa chanson, et il commença très bien la chanson que le jongleur avait faite. Le jongleur, quand il l'entendit, le regarda en face et déclara que c'était lui qui l'avait composée. Et le roi demanda comment il se pouvait faire. Le jongleur pria le roi d'en savoir la vérité, et le roi demanda à Arnaud comment cela s'était passé. Arnaud lui raconta tout comme cela s'était passé, et le roi en eut grande joie et tint toute l'affaire à grande raillerie. Les gages furent libérés, et le roi fit donner à chacun de beaux présents, et l'on donna la chanson à Arnaud Daniel. Elle dit « Jamais je ne lus, mais elle, l'amour, m'a, etc. » Et vous trouverez ici des extraits de son œuvre. Donc, vous voyez, ce maître en poésie qu'est Arnaud Daniel est dans un moment de sécheresse poétique et incapable de répondre au défi d'un jongleur qui ne le vaut pas. Le jongleur a essayé de se faire mousser en défiant le grand Arnaud Daniel, universellement célèbre. Et il est contraint Arnaud est contraint de lui voler sa chanson. Donc, ils sont enfermés chacun dans une chambre. Arnaud ne peut pas composer à cause de l'ennui qu'il a. Et c'est une suggestion d'une opposition entre la libre inspiration du vrai poète, qui a besoin de liberté, qui ne peut pas composer sur commande, enfermé dans une chambre, toi tu vas composer un poème, et le travail laborieux du tâcheron, qui peut être fait n'importe où et dans n'importe quelle condition, qui est même par définition, un travail sur commande. Le jongleur n'a ni angoisse ni difficulté à faire des chansons autant qu'on en veut, à la demande. Il vit de ça quand il vit, comme il peut. Il compose facilement. Léou, dit la Raso. Une fois de plus, l'adjectif s'oppose au troparclus, au trobaric, à la manière fermée, hermétique ou luxuriante d'Arnaud Daniel. À poésie difficile, création difficile. Donc on voit très bien que du point de vue de la composition poétique, telle est la leçon de la chanson.
des chansons légères, d'ailleurs c'est ce que dit la chanson, on peut en composer des chansons faciles, on peut en composer facilement. Mais des chansons difficiles, c'est autre chose. Ça, c'est le premier mouvement, mais vous allez voir que ça se complique. Et d'abord, pourquoi le roi donne-t-il pour finir à Arnaud Daniel une chanson qui n'est pas de lui? Et que signifie, qu'est-ce que ça veut dire, la lui donner? La chanson, d'abord, la chanson n'est pas à lui, et si elle est à quelqu'un, elle est au jongleur qui l'a composée. Donc, que signifie donner la chanson à Arnaud Daniel? Et vous voyez pourquoi je ne pouvais pas renoncer à vous parler de cela, parce que c'est le cas, comme diraient les Italiens, de poser la question « Quel est le nom du poète ?» C'est la question que pose Larazo. Alors, pour répondre, pourquoi est-ce précisément cette chanson qui a donné naissance à cette anecdote? Alors vous me direz, peut-être que ça s'est passé comme ça, mais la chanson montre que probablement pas. Et alors pourquoi elle? Une chanson qui, à en croire Larazo, n'est pas d'Arnaud Daniel, mais d'un jongleur minable, et qui a tout de même eu un succès considérable. Elle est conservée dans 13 chansonniers. Alors, il y a beaucoup plus de chansonniers des troubadours, mais il n'y en a pas beaucoup plus de 13 vraiment importants. Et la voici privée, je vous la donne là, telle qu'elle figure dans R. Et dans le chansonnier R qui donne la tornada, alors il y a des variantes d'un manuscrit à l'autre, mais elle se présente sous cette forme particulière, sans sa dernière strophe, et... non, pardon. Il y a une tornada dans R que je vous donnerai après. Je m'embrouille, je vous montre, décidément, hein, ça va mal. Voici la chanson que, je vous lis rapidement, en 2 fois. Anche un non like, ma sei amato, stanza son poder amors, e fai miratlet, sa vie folle, comme celui qu'un reno storna, comme nos défunts qui ben arma, camor comanda, comme la serve et la blanda, etc. Jamais je ne lus, mais elle m'a toujours en son pouvoir, l'amour, et elle me rend triste, joyeux, sage, fou, comme celui qui en rien ne se révolte, car il ne se défend pas, celui qui aime vraiment. Amour ordonne qu'on la serve avec déférence, grâce à quoi j'en attends avec patience une belle récompense au moment où elle me sera accordée. Je dis peu de ce qui est dans mon cœur, car la peur me fait trembler. La langue dissimule, mais le cœur veut ce où il trouve en souffrant du plaisir. Il cherche à la fois sa souffrance et son plaisir. Moi, j'en languis, mais il ne s'en plaint pas, car sur la terre entière, jusqu'à la mer qui l'entoure, il n'y a si belle, c'est clair, que celle que j'ai choisie et que je désire. Je sais très bien quel est son prix. C'est pourquoi je ne puis me tourner ailleurs. C'est pourquoi cela que je fais ce dont mon cœur souffre quand le soleil se couche et se repose, et je n'ose dire qui m'enflamme. Mon cœur me brûle et mes yeux sont rassasiés pourvu seulement que sa vue me soit accordée. Voilà ce qui me garde en vie. Fou, celui qui par ses vaines paroles fait tant que sa joie se transforme en douleur, car les médisants, que Dieu les détruise, n'ont vraiment pas la langue bien disposée, l'un chuchote, l'autre braille, et c'est ainsi qu'abdique un amour qui sinon serait grande. Mais je me défends en dissimulant contre leur bavardage et j'aime sans faillir. Des chansons légères et faciles, j'en aurais fait bien plus si m'avait secouru celle qui me donne la joie et qui me la prend. Tantôt je suis heureux, tantôt elle me précipite en bas, car elle m'attache selon son vouloir. Mon cœur ne lui demande rien ni n'use de subterfuge, mais loyalement me rend à elle. Dans ces conditions, si elle m'oublie, c'est que pitié est morte. Et alors, les strophes de cette chanson se trouvent dans le même ordre dans 3 autres manuscrits. Mais ces 3 autres manuscrits, à la différence du chansonnier R, font suivre ces 5 strophes d'une 6e.
Pero chosen mete ça, mais je me tiens joyeux, je me tiens jouissant et en bonne santé. Et strophe qui, selon les éditeurs, les deux éditeurs d'Arnaud Daniel, Eusébie et Peruggi, doit être considérée comme la 5e et avant-dernière, et doit donc précéder la strophe Man bon chantar, levet et plat, des chansons légères et faciles, etc. Et en revanche, ces 3 manuscrits omettent la tornada, le petit envoi à la fin, qui ne figure pas non plus dans notre manuscrit. Notre manuscrit n'enlève pas sans raison. Même s'il a connu cette tornada, il ne pouvait pas la reproduire sans contredire la Raso, puisque la tornada, qui n'est pas très claire d'ailleurs, nomme Arnaud, et donc le tient pour l'auteur de la chanson. Miels de ben ren, sit pren, chatsos grazida, carnaus non oblida. À mieux que bien montre si elle te prend, si elle t'accepte, chanson bienvenue, Carnot n'oublie pas. Mieux que bien étant le signal de la femme aimée, qu'il appelle mieux que bien. Donc si mieux que bien t'accepte, montre, chanson bienvenue, Carnot n'oublie pas. En même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette tornada confirme la plaisanterie de la Raso. Que veut dire chanson bienvenue, chanson grazida? Elle est bienvenue parce qu'elle a sauvé Arnaud. Elle est tombée à pic. Elle l'a sauvé de l'embarras où il était. Elle a été grazida quand il l'a entendue dans la bouche du jongleur. Donc même cette tornada que R omet prudemment, à la fois suggère au regard de la Raso que la chanson a été volée, elle est tombée à pic, Arnaud l'a prise, mais en même temps que Arnaud la récupère et l'envoie. Et d'ailleurs, Arnaud n'oublie pas peut s'entendre là encore à double sens, selon qu'Arnaud n'oublie pas mieux que bien, celle qu'il aime, ou qu'il n'oublie pas la chanson, cette chanson qu'il a effectivement parfaitement retenue, encore à la Raso, après avoir entendu le jongleur la chanter. Et de fait, donc la Raso se fonde sur cette ambiguïté. Elle a été imaginée à partir de la chanson, comme tous ces textes, en faisant comme si cette chanson désignait non pas l'amour ou l'aimer, mais c'est ça l'astuce, mais la création poétique, à laquelle sont rapportés, si vous reportez au texte, que vous avez malheureusement 2 fois sous les yeux, à laquelle sont rapportées les considérations sur la parole et le silence, les contradictions de la langue et du cœur, etc. N'est-ce pas ? C'est au prix de ce tour de passe-passe que la chanson peut s'appliquer à la difficulté de la création poétique. Mais si c'est le cas, si cette chanson désigne les angoisses, les tourments de la création poétique, elle se rapporte à Arnaud lui-même, puisque c'est Arnaud lui-même qui n'arrivait pas à composer sa chanson, et non pas au jongleur, qui est, selon la Raso, son véritable auteur, et qui, comme le dit la strophe 4, a fait son malheur par ses vaines paroles. Il a fait son malheur en laissant Arnaud entendre sa chanson. Autrement dit, la chanson est d'Arnaud Daniel parce qu'elle n'est pas de lui. Il était dans l'incapacité de composer une chanson. La chanson ne peut donc pas être de lui. Mais dans cette chanson, le poète se dit incapable de composer une chanson. La chanson est donc de lui, puisque le poète dit des chansons légères et faciles, j'en aurais fait, bon, etc. Bon, voilà. Et elle est donc de lui. Et voilà
précisément pourquoi c'est à juste titre que la chanson lui a finalement été donnée par le roi. Elle est de lui parce qu'il n'arrivait pas à la faire et parce qu'elle dit précisément la difficulté qu'il y a pour le poète à composer une chanson. Et elle est typiquement dans sa manière. Elle n'est pas du tout, vous voyez, dans le style léou, léger, facile, qui est le style du jongleur. Vous voyez, enfin même dans ma traduction, c'est difficile à traduire, ma traduction n'est pas très bonne, vous le voyez en vous reportant au texte, que le texte est extrêmement complexe, assez emberlificoté, que la métrique est élaborée, qu'elle a toutes les caractéristiques du Trobarclus. Et la raison est donc parfaitement en droit d'y lire une sorte de métaphore du dédoublement et de l'angoisse de la création. Le vertige, le vide, la recherche d'inspiration, le poème dont on attend qu'il soit donné, qu'il soit dicté. Tout cela, la chanson le dit et le mêle aux protestations d'amour. Et la fin de la chanson est de là-dessus. Et le début de la strophe 5 en particulier met en relation le Trobarclus et les amours douloureuses. Amen bon chantar levet et pla nagrio plus fet simfes secor silkem don joy el matol. Des chansons légères et faciles, j'en aurais fait bien plus s'il m'avait secouru celle qui me donne la joie et qui me la prend, dont dépend toute ma joie. Amour difficile, création difficile. Si ses amours étaient faciles, si la femme qu'il aime était facile, à ce moment-là, il pourrait composer des chansons faciles, et il pourrait composer facilement. Mais c'est un amour compliqué, difficile, un amour plein de contradictions. Ces contradictions de l'amour, elles sont dans la deuxième strophe. Je dis peu ce qui est dans mon cœur, car la peur me fait trembler. Contradiction entre l'affirmation « je dis peu » et le poème d'amour qui est s'étendre sur ses amours. Contradiction de la peur qu'il fait trembler et la langue qui dissimule. Il a peur, donc il n'ose pas avouer son amour. La langue dissimule, comme il n'ose pas avouer son amour, comme son amour est contradictoire, la façon dont il le dit est une façon couverte, subtile, dissimulée. À quoi correspond le Trobarclus. Mais la langue le dit tout de même, parce qu'il y a une contradiction entre la langue et le cœur. Le cœur veut, et alors la langue est bien obligée d'obéir au cœur, mais que veut le cœur? Ce où il trouve en souffrant du plaisir. Ce que veut le cœur est contradictoire, puisqu'il trouve du plaisir, mais en souffrant. C'est parce qu'Arnaud n'est pas aimé de celle qu'il aime, et parce que l'amour est dur envers lui, que la création lui est dure, et que ce qu'il crée est difficile. Encore une fois, un amour payé de retour aurait eu pour conséquence une création plus facile. Mais, et il l'aurait faite sans peine. Bon. Donc la chanson ne peut être que de lui. Mais la chanson ne peut pas être de lui puisque son amour est tellement difficile que cet amour empêche la création poétique. Donc il fallait bien
qu'un autre composa cette chanson à sa place. Et cet autre, c'est le jongleur. Le jongleur, comme Arnaud ne peut pas composer une chanson facile, ne peut pas composer de chanson, et le jongleur, lui, peut composer des chansons faciles, il compose une chanson. Mais comme c'est la chanson d'Arnaud, c'est une chanson difficile. Enfin bon, on n'en sort pas. Et c'est précisément parce que cette chanson est en réalité bel et bien de lui, est typique de sa manière, que L'Arazo est en droit d'y lire la métaphore du dédoublement et de l'angoisse de la création, ce vertige et ce vide. Mais alors, donc, la sécheresse poétique, donc l'amour payé de retour aurait eu pour conséquence la création légère de chansons du Trobarléou. L'amour difficile aboutit à ce blocage du Trobarclus. Et ainsi, la sécheresse poétique qu'a connue Arnaud est mise en rapport avec la cruauté de celle qu'il aime. Si j'ose dire, c'est un fiasco. Mais la qualité de ces poèmes qu'il compose en karasrimas, en rimes chères, c'est-à-dire précieuses, recherchées, élaborées, mais aussi chèrement payées. La qualité de ces poèmes est à ce prix. Et dans toute la strophe 5, dans toute la dernière strophe, si elle désigne la chanson et non la dame, ce qui est possible aussi. Je ne sais plus ce que j'ai fait, moi, de la strophe 5. Bon, ça va rien. Les considérations des deux derniers vers sur l'oubli prennent un tout autre sens. Le poète, dans ces conditions, si elle m'oublie, c'est que pitié est morte, le poète a peur que sa chanson l'oublie, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à la composer parce qu'elle est exigeante et qu'elle diffère en tout de ces chansons légères et plates qu'il pourrait composer à l'appel, comme il le dit au début de la strophe. Ainsi vont l'amour et la poésie, à amour facile, chansons faciles et nombreuses, à amour difficile, chansons difficiles, peut-être pas de chansons du tout. Mais cette substitution de la chanson à l'amour ou à l'aimer, cette substitution, c'est l'Arazo, et elle seule qui la suggère, avec son histoire de fiasco poétique et de chansons volées. Cette anecdote amusante, cette connivence désinvolte, cette plaisamment injuste entre le grand poète et le grand roi aux dépens du jongleur laborieux. Cette anecdote et cette connivence s'inventent à la faveur d'un détournement de la chanson au profit d'une réflexion sur la création poétique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que ce n'est pas un hasard si c'est dans ce chansonnier du comte Henri de Drodès qu'on trouve cette Razo. Et la leçon presque malarméenne de cette réflexion est que l'impuissance poétique est la marque du génie poétique. Seul un poète exigeant et tourmenté, seul un grand poète peut en être frappé. Seul il est à la merci des circonstances défavorables, la contrainte de l'enfermement, l'ennui ou la mélancolie de la solitude. Un poète superficiel, léger, peut produire, encore une fois, des vers de Mirliton autant qu'il le veut et autant qu'on lui en demande. Et cette leçon est donnée au prix d'une double violence. D'abord, une distorsion du sens de la chanson, qui, de chanson sur l'amour, devient, par la grâce de l'Arazo, chanson sur la création poétique. Ce détournement s'autorise du jeu sur elle, Eia, dont on croit au premier vers qu'il désigne la femme aimée et dont on découvre à la fin du deuxième vers qu'il désigne amour. Et il s'autorise de ce jeu pour supposer que ce Eia, dont on croit dès lors qu'il désigne l'amour, désigne en fait
la chanson. Par une sorte de glissement. Et ensuite, une violence faite à la logique, la chanson qui dit l'aporie de la création poétique dans laquelle est enfermé Arnaud Daniel, il est supposé avoir été empêché de la composer par cette aporie même et avoir dû la voler à un jongleur. Mais ce jongleur, dont il est clair qu'il ignore, lui, cette aporie, parce qu'il est trop léger pour composer autre chose que des chansons légères et faciles, aurait été, pour cette raison, incapable de composer la chanson qu'il a composée, et qu'Arnaud a été incapable de composer pour la raison qu'il aurait été le seul capable de la faire. L'Arazo enserre donc la chanson dans ce nœud logique et poétique inextricable tel que je l'exprimais au début. La chanson ne peut pas être d'Arnaud Daniel parce qu'elle ne peut être que de lui. La question posée est donc bien: quel est le nom du poète, Arnaud ou ce jongleur qui d'ailleurs est anonyme? Si la réponse donnée par le roi d'Angleterre ne nous satisfait pas, si elle nous paraît même injuste, c'est que le poète est pour nous strictement celui qui a composé le poème. Mais pour le Moyen-Âge, le poète, nous l'avons vu, peut être cette figure tutélaire, intérieure au poème, assimilée par lui, qui lui donne sa substance. Arnaud Daniel est, au regard de la chanson, à en croire l'Arazo, un peu dans la situation de Bertrand de Bar-sur-Aube dans ses manuscrits de Beuve de Anton, qui renforce son autorité d'auteur en faisant un personnage de l'histoire, et donc quelqu'un qui n'a pas pu composer le poème. Et au demeurant, la deuxième strophe de la chanson d'Arnaud Daniel, suppose l'éclatement du jeu en diverses instances qui s'opposent les unes aux autres. Nous venons, je viens de le dire, là, il y a le cœur, il y a la langue et il y a moi. Mais qui est ce moi qui est hors du cœur et de la langue, ou dont le cœur et la langue sont en dehors de lui. De sorte que la chanson paraît exclure même que face aux pulsions contradictoires de l'amour, il puisse y avoir une identité du poète clairement définie. Comment dire la chanson a été composée sans arbitraire, la chanson est du jongleur, la chanson est d'Arnaud Daniel, alors qu'on ne peut même pas dire qui est, peut-être qu'on peut dire pour le jongleur, parce qu'il est un personnage, il est simple, mais on ne peut même pas dire qui est Arnaud Daniel. Est-ce que Arnaud Daniel, c'est ce cœur qui va vers ce qui est à la fois son plaisir et sa souffrance, et c'est ce qu'il dit finalement ailleurs lorsqu'il dit « Je suis Arnaud qui amasse le vent et chasse le lièvre avec le bœuf et nage contre le courant », ces adunata, ces impossibilités. Donc le cœur serait Arnaud Daniel, mais Arnaud Daniel est un poète. Arnaud Daniel est celui dont la langue dissimule, qui écrit ses poèmes de façon compliquée, hermétique, qui oblige à chercher difficilement ce qu'il a voulu dire, qui il aime, comment il aime, ce qu'est l'amour. Et puis, il est déchiré entre cette langue qui dissimule, ce cœur qui veut quelque chose. Donc, il, c'est qui ? C'est moi. La peur me fait trembler, la langue dissimule. Moi, j'en languis. Mais il ne s'en plaint pas. Vous voyez ? Alors, le cœur cherche son plaisir là où il souffre. Moi, j'en languis, mais lui ne s'en plaint pas. Autrement dit,
c'est moi qui souffre et lui qui est content, de sorte que cette instance déchirée qu'est le cœur est maintenant répartie entre le cœur et Arnaud. On ne s'en sort pas. Voilà. On ne s'en sort pas, même dès lors qu'on aime, on ne s'en sort pas. Voilà. On ne peut pas dire ni ce qu'on veut, ni ce qu'on sent, ni si on est heureux ou malheureux, ni qui veut quoi. Et cette répartition de la personnalité entre les différentes instances du moi, qui est le fondement de la poésie allégorique médiévale, qui est le fondement de ces poèmes en stichométie, dialogue entre le cœur et les yeux, etc. Tout ce qui nous paraît, ou ce qui a précieux, ou qui a évolué en préciosité dans la suite de la poésie française ou européenne, eh bien, tout cela est présenté à la source de cette poésie chez un poète, chez un troubadour comme Arnaud Daniel, comme l'essentiel, comme le déchirement même du moi amoureux, comme l'impossibilité à saisir une cohérence de soi-même, comme l'impossibilité à se comprendre soi-même comme un être unique, et tout le reste en découle. Une poésie difficile, compliquée, tortueuse, rugueuse, déchirée. Et pour finir, cette anecdote inextricable, ce poème qui échappe complètement, mais qui échappe complètement pour être mieux récupéré, parce que le moi est tellement contradictoire qu'on ne peut même pas dire le poème est de moi, et qu'il faut quelque part qu'un être simple le ramasse et le chante pour qu'il puisse revenir à son véritable auteur. Et c'est cela que disent l'ensemble du poème et de l'Arazo. Alors, le poème a toute la richesse d'un poème d'Arnaud Daniel. Il est bien évidemment d'Arnaud Daniel, mais on peut admirer l'Arazo d'avoir compris tout cela, parce qu'elle raconte une anecdote plaisante, une espèce de petit boniment qu'on récite ou qu'on raconte avant le poème pour piquer l'attention de ceux qui vont ensuite l'entendre chanter, mais cette anecdote est en fait d'une grande profondeur et d'une grande pénétration de ce que sont l'amour, la poésie et le lien entre l'un et l'autre chez les troubadours. Et tout cela se fait autour d'un jeu sur le nom du poète et sur l'attribution du poème. De sorte que, vous voyez, sur ce point, j'en reste là, mais bon, j'ai un peu bafouillé une fois de plus, mais enfin, je me justifie tout de même. Si je n'avais pas parlé de cette chanson et de cette Arazo, il nous aurait manqué quelque chose dans le traitement de ce cours. Bon. Alors, j'ai commencé par ce cas particulier et si particulier. La chanson elle-même, cette chanson ne pose pas elle-même la question du nom du poète. Elle pose la question de l'unité de la personne, de la cohérence de la personne amoureuse et poétique. Mais c'est l'Arazo qui a saisi avec une extrême finesse la contradiction que recèle la chanson et qui incarne cette contradiction dans le jeu des deux poètes, dont chacun est nécessairement l'auteur de la chanson et dont aucun des deux ne peut l'être. Mais cette Arazo nous montre que devant l'énigme que constitue le texte,
une réponse spontanée, au moins pour la poésie médiévale, ou pour les lettres médiévales. Une réponse est de chercher un autre poète derrière le poète, et donc de supposer que le nom du poète est un pseudo-nom, un pseudonyme. Voilà. Et c'est dans cette direction que nous allons maintenant nous engager, enfin pour au moins pour une séance. Ce terme de pseudonyme appelle naturellement une réflexion sur le signal chez les troubadours, mais aussi sur les divers sobriquets par lesquels les poètes se désignent dans la poésie du Moyen-Âge. C'est ce que nous verrons lors de la prochaine fois que nous nous verrons. Mais avant, nous allons aborder le séminaire cette semaine avec une présentation de Michel Jarty, le grand spécialiste de Valéry, et qui va poser de façon radicale la question de Valéry, poète sans nom. Donc nous allons nous arrêter quelques minutes. Alors, encore deux choses, mais hors du cours. D'une part, la prochaine séance est donc le 8 janvier, après les vacances de Noël. Et lors de cette séance, il n'y aura pas de séminaire, il y aura juste le cours. Et puis, le séminaire reprendra le 15 janvier avec Claudio Galderisi, si je ne me trompe. Et d'ici là, joyeux Noël. Donc, nous retrouvons dans 5 minutes, enfin, on se retrouve dans 5 minutes pour le séminaire.